Bonjour à toi et bienvenue pour un 4e épisode de Love Marketing. Le podcast marketing pour ceux qui n'aiment pas le marketing, enfin du moins celui brut. On apprend ensemble à développer son business, son empire sur des bases solides et profondément humaines. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Cecilia alias Sevani. Cecilia a 32 ans, elle est illustratrice freelance, elle a 4 enfants. Elle habite avec son mari dans un petit village pas très loin d'Angoulême. Elle nous explique très simplement aujourd'hui comment elle a réussi ces dernières années à construire un business viable exclusivement, du moins quasiment sur Instagram, en basant son marketing sur la relation avec les personnes. On part en croisade contre les bots qui s'abonnent à tous les comptes Instagram, on part en croisade contre le marketing de rapidité où on essaye d'exploiter des techniques mais sans fond. Aujourd'hui, on progresse ensemble sur ça. Et je finirai simplement par t'inviter à t'abonner au podcast pour être tenu au courant tous les jeudis à 16h de la sortie du prochain épisode et à t'abonner également à la newsletter pour recevoir du contenu exclusif pour progresser de façon authentique dans ton business. thelovemarketing.com, le lien est dans la description. Très bonne écoute à toi, installe-toi très confortablement, c'était Clément. Ciao. Tu préfères que je t'appelle Cecilia ou Sevani ? Mon prénom c'est Cecilia. J'ai du mal avec... Enfin, Sevani c'est mon pseudo, mais... Enfin ouais, Cecilia c'est mieux. Non, mais c'est parce que je vois Sevani partout en fait, et je sais que ton prénom c'est Cecilia, et je me suis dit peut-être que tu préfères que... Ouais, non, bon, les deux ça passe, hein, il y a des gens qui m'appellent Sevani, ça me... Ouais, disons que Cecilia ça fait plus... c'est plus intime quoi. Ok, super. Bon bah Cecilia, on est parti pour du Cecilia. Comment ça va Cecilia ? Ça va. Comme un matin en semaine. Comme un jeudi matin après avoir déposé les enfants et... Voilà, c'est ça, donc matinée très speed, donc préparer les 4, poser les 4, nettoyer un peu la maison, et là je suis OP. Avant de commencer la journée ? Ouais. En général, tu commences ta journée à quelle heure ? Normalement c'est 7h. Je te dis normalement parce que j'ai ma petite qui me rejoint en général, genre entre 5h30 et 6h dans le lit. Mais vraiment, le réveil sonne à 7h. Ensuite, c'est le rush. Je les pose à l'école, ils sont posés tous entre 8h30 et 9h. Ouais. Et après, je rentre à la maison. S'il y a un petit nettoyage vite fait à faire à la maison, je le fais. Mais après, j'attaque ma journée de boulot. En général, c'est 9h, 9h30 maxi. Oh. Dans les starting. T'as vraiment... Ouais, c'est ça exactement. T'as organisé ton temps, du coup, pour avoir le temps de faire tout ça, quoi. Ouais, l'organisation, elle commence à se mettre en place. J'ai envie de te dire. Pourquoi elle commence... Ça a été compliqué à mettre en place, non ? Ouais, ça a été super compliqué et en fait, ça l'est encore. Ça fait donc 2 ans que je suis à mon compte et je crois qu'une de mes plus grosses galères, ça a été de gérer mon temps perso par rapport à mon temps pro. J'avais fait ce boulot, en fait, je me suis lancée là-dedans en me disant trop bien, je vais avoir un boulot qui me permet d'être dispo avec mes enfants et tout. Parce que c'était mon but premier d'avoir un travail qui soit ok avec ma vie de famille. Et je me suis tellement laissée prendre dans le truc. Bah, tu sais, quand t'as ton entreprise, t'es hyper motivée, quoi. Tu lâches rien, tu bosses pour toi. Et je me suis retrouvée à bosser tous les jours, tous les soirs. Enfin, je crois que j'ai fait pendant très longtemps du 7 jours sur 7, du 9h, 2h du matin. À me tuer la santé dessus, tu vois. Et du coup, il a fallu remettre un peu d'ordre dans tout ça en se disant, attends... Le but, c'était quand même d'abord d'être avec la famille, quoi. Donc, on va recadrer un peu. Mais c'est toujours un challenge de bien compartimenter parce que je bosse à la maison et du coup, t'as tendance à te laisser... Tu sais, ça se mélange, quoi. Ça se mélange vite. Quand t'étais en vacances, j'imagine ? Ouais, c'est ça, c'est surtout... Enfin, quand les enfants étaient en vacances, surtout. Après, quand ils sont à l'école, ça va. Bah, c'est ça. Après, j'ai ma petite qui est rentrée à l'école là, cette année. Mais avant, je l'avais avec moi et donc en fait, c'est en gros, je m'occupais d'elle. Dès qu'elle était un peu occupée, j'en profitais pour bosser, mais c'était à son rythme à elle, donc c'était super compliqué pour moi. Et là, c'est pour ça que je te dis, cette année, ça commence parce que ça y est, j'ai tout le monde à l'école lundi, mardi, jeudi, vendredi, donc je sais que j'ai ces horaires-là qui sont calés. Et donc mon objectif, c'est de bosser dès qu'ils sont posés à l'école jusqu'à ce que j'aille les chercher et qu'ils ne me voient pas bosser le mercredi, le week-end et le soir, quoi. Ouais, c'est clair. Ça, c'est l'objectif. Hein. Après, dans la réalité, c'est pas toujours ça. C'est l'objectif de la rentrée, quoi. En même temps, ouais, c'est ça.
Je suis content parce que pour t'introduire un peu, je suis content d'avoir pour le première interview sur Love Marketing, d'avoir une personne qui a survécu à la rentrée avec 4 enfants. Ouais. Et, et ça n'a pas été trop difficile justement pour de faire rentrer ta fille, parce que je sais que tu as fait un petit dessin sur ça. Ouais, mais je suis hyper partagée sur ça parce que déjà, comme tu dis, 4 enfants, donc c'est ma dernière. On est vraiment décidé, normalement c'est la dernière. Après, hein, c'est pas... Si un bébé qui arrive, il arrive, mais c'est pas du tout un projet. Donc, D'accord. c'est la dernière qui rentre, donc tu vois, c'est la dernière rentrée, c'est le petit bébé qui est plus un bébé. Et en même temps, c'est aussi pour moi l'opportunité de me dire, ça y est, je peux vraiment me mettre encore plus à fond dans mon entreprise et vraiment avoir du temps de qualité pour bosser. Donc je suis super mitigée. Si tu veux, la rentrée, c'était super dur moralement, mais comme ça s'est bien passé pour elle, je suis rentrée à la maison. On a profité quand même de notre première journée avec mon mari, parce qu'il travaillait pas. Mais après, les autres jours, c'est boulot, quoi. Donc, je suis partagée, parce que j'ai d'un côté mon bébé, ma fille, et de l'autre côté mon bébé, mon entreprise. Donc, sans l'entreprise, je serais en dépression, là, d'avoir ma fille à l'école, c'est sûr. Ouais, j'imagine, parce que du coup, mine de rien, ça occupe ton temps, ton esprit, ta créativité. Ce qui fait que la plupart du temps, quand t'es à la maison, ouais, t'as toujours de quoi faire avec ton travail, quoi. J'ai toujours de quoi faire avec mon travail, ouais, clairement. Clairement, mais après, je m'adapte vraiment. Je travaille, ça m'arrive de travailler le week-end et tout, mais je m'adapte quand même à ma vie de famille. Tu vois, si j'ai un enfant qui vient me couper, évidemment, je m'occupe de lui. Mais c'est à la fois... ça peut être à la fois un problème parce que c'est compliqué de se faire couper quand t'es en plein boulot. Et en même temps, la plupart de mon inspiration, ça vient de ma vie de famille, tu vois. Ce que je partage sur Instagram, c'est inspiré direct de ma vie de famille, donc ça fait partie aussi de mon travail quelque part. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que la plupart, même, j'ai l'impression que comment tu t'es fait connaître pas mal sur Instagram, c'était en partageant des anecdotes pour le coup que tu vivais au quotidien avec ta famille. Ouais, c'est ça. Et même les stories que tu partageais principalement, ouais. C'était exclusivement des anecdotes ou des choses qui se passaient au quotidien. C'est ça. C'est ça. Après, je le fais beaucoup plus en dessin maintenant qu'en story parce que j'ai beaucoup plus de monde sur mon compte Instagram, donc je me sens un peu moins... Tu sais, j'ai perdu un peu ce truc d'intimité, mais du coup, je peux... C'est vrai ? Tu sais, quand t'as des milliers de personnes qui te regardent, c'est un peu stressant. Enfin, moi, je suis pas tranquille, genre être reconnue dans la rue, ça m'est arrivé, et je suis pas à l'aise avec ça. Donc, du coup, je commence à vraiment à compartimenter ma vie pro et ma vie perso. Mais après, je partage des choses, mais voilà. Mais avec le dessin, ça me permet de partager, en fait, sans mettre nos visages, sans mettre... C'est un filtre, quoi, tu vois. D'accord. Donc, c'est pas mal. C'est un bon compromis. Justement, ce que je me disais, c'est que c'était dommage dans le sens où, pour le coup, ce qui ressortait, c'est que c'était vraiment une force, pour le coup, de pas avoir vraiment de barrière entre les deux. Et je peux comprendre en même temps que ça peut être un peu perturbant de pas avoir de barrière quand on est suivi par des dizaines de milliers de personnes. En fait, c'est vrai que moi, quand j'ai fait mon compte Instagram, tout de suite, je crois que la première chose que j'ai fait, c'est de mettre ma tête sur les stories, de parler avec les gens, parce que ce que je trouve vraiment très puissant avec Instagram, justement, ce système de story, c'est que tu peux vraiment faire connaissance avec les gens. Et tu prends le temps de parler avec les gens, ça crée cette certaine intimité-là. Et j'avais vraiment fait mon compte dans cette optique-là. Et je continue, mais c'est juste que... il y a des choses perso qui restent perso, quoi. Après, on partage jamais tout sur Instagram, mais après, ça m'empêche pas. Je partage, franchement, avec les stories et tout, je partage beaucoup de choses avec les gens. En tout cas, j'ai l'impression que j'ai des super contacts avec les gens et on est vraiment là, pour le coup, dans le thème du love marketing, parce que je vois pas... je trouve ça trop bien d'être directement... de prendre du temps pour les gens, en fait. De parler avec eux, d'échanger et tout, c'est la base, quoi. Et justement, juste pour revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé justement la première fois où on t'a reconnu, du moins la fois où on t'a reconnu dans la rue? Est-ce que tu dis que ça t'avait pas mal perturbé, alors du coup j'imagine... Ouais, parce que c'est une nana qui s'est retournée plein de fois sur moi. Et après, tu sais, on te le dit en message en te disant « Ah, je t'ai vu et tout ».
Mais du coup, là, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, les gens, ils sont quand même super respectueux, donc ils viennent pas forcément. Et ils viennent pas te dire, ah, je te suis sur Instagram et tout. Et au final, bah, les regards insistants et tout, bah, ça met mal à l'aise parce que tu sais pas, est-ce que... Bon, en général, c'est des regards bienveillants, mais la première chose que tu fais, tu regardes, alors attends, est-ce que j'ai un truc entre les dents? Est-ce que j'ai une tache? Enfin, tu vois, ça met mal à l'aise sur le coup. Et du coup, après même, les gens sur Instagram, alors j'ai une communauté qui est super bienveillante, mais t'as toujours des personnes avec des réflexions pas très sympas et tout. Et donc ça me fait un peu peur en fait. Je crois que c'est plus de la peur qu'autre chose. Donc du coup ça me met mal à l'aise en fait. Après si tu veux quelqu'un qui vient me voir spontanément et qui me parle vraiment, je crois que ça me dérangerait moins qu'un regard un peu en coin et qui m'envoie un message en me disant je t'ai vu et tout. Et tu saurais dire pourquoi justement ça t'inquiète plus quand quelqu'un te voit mais fait pas le pas de venir te parler? Parce qu'en fait, alors si je m'en rends pas compte, ça me dérange pas du tout. Mais c'est qu'en fait, du coup, il m'arrive des fois un regard insistant de me dire, alors est-ce que c'est parce que il aime pas ma tête ou j'ai dit un truc, ou alors tu te dis est-ce que c'est quelqu'un qui me suit, donc je sais pas comment tu vois, quand c'est pas fait de manière discrète, je sais pas trop, ça me met mal à l'aise en fait, parce que tu sais pas ce qui se passe et c'est de pas comprendre ça, qui peut être perturbant, parce qu'en plus c'est pas du tout quelqu'un qui me suit en fait. Donc c'est déstabilisant et c'est des choses qui m'arrivaient pas forcément avant. Du coup, tu vois par exemple, on est parti en vacances cet été donc en camping. Et je crois que 2 mois avant de partir en vacances, j'ai plus mis ma tête sur Instagram. De peur que tu sais que mes vacances soient scrutées et tout. Enfin tu vois, ça m'intéresse pas la gloire en fait. Pour mon travail, oui, je veux bien que ça marche, mais personnellement c'est un peu compliqué et ça vient s'entrechoquer avec cette histoire d'intimité avec les gens et tout. Tu vois, c'est compliqué. C'est super compliqué. C'est clair parce que Faut là, doser. on voit d'un côté le fait que tu crées quand même de la relation avec les personnes, avec les stories, avec les messages, les publications. Et en même temps, le revers où ça peut devenir bizarre parce que tu peux avoir ce genre de ressenti. Ouais. Et en même temps, t'as peur aussi de devenir parano, j'imagine, dans le sens où quand Totalement. tu croises quelqu'un et que tu le vois et tu te dis est-ce que réellement il me regarde parce qu'il m'a vu sur Instagram ou c'est juste parce que derrière moi il y avait une vitrine avec un magasin qu'il connaissait et que Ouais, c'est ça, c'est trop ça. il avait peut-être même pas fait attention que j'étais là, quoi. Non mais carrément. Après je pense que si tu veux, j'ai ma sœur qui a un gros compte Insta aussi. Et elle a des personnes qui elle s'affiche beaucoup localement. Donc elle est dans le sud de la France. Et donc elle est connue, reconnue, et même quand je vais chez elle, bah c'est pareil, ça arrive que les gens la reconnaissent. Et elle, par contre, elle a pas eu que des réactions bienveillantes, donc je pense que je me protège aussi sur certaines choses de par son expérience, parce qu'on en parle beaucoup. Donc ça me permet de doser un peu, tu vois. Donc voilà, Ouais. en fait, c'est pas vraiment des choses fondées, hein, finalement. C'est des inquiétudes. C'est des inquiétudes. C'est que c'est quand ça, tu commences à prendre du monde qui te suit, je sais pas, ça stresse. Mais en même temps, c'est génial. C'est incroyable. On peut pas parler que du côté négatif parce que c'est fou de se dire qu'il y a tous ces gens-là qui suivent mon travail, qu'il y a tous ces gens-là qui me parlent. J'arrive pas à répondre à tous les messages. Mais je prends beaucoup le temps pour parler avec les gens, tu vois. Et je crois qu'en fait, je pourrais pas faire mon travail dans mon coin sans Instagram, en fait. Bah, déjà parce que la majorité de mon travail, si c'est pas la totalité, provient d'Instagram. Et parce que j'ai ce contact-là avec les gens, tu vois, mon compte Facebook, il marche pas du tout. Et ça m'intéresse pas parce que j'arrive pas à créer du lien avec les gens, j'ai pas de visibilité, on discute pas, c'est un peu froid, tu vois. Et je trouve que moi j'ai besoin de partager avec les gens, en fait. Je peux pas juste faire mon truc comme ça et c'est terminé. Et ce qui est le plus cool dans mon travail, c'est le partage, que ça soit avec mes clients, avec les gens qui sont pas du tout mes clients d'ailleurs, qui me suivent juste sur Insta. Je crois que ça fait partie des choses les plus enrichissantes avec les collègues aussi. Parce que j'ai des collègues virtuels, tu vois, du coup, qui travaillent de la même manière que moi. J'ai un bureau virtuel aussi sur WhatsApp avec 2 amis et je crois que l'échange avec les gens, c'est
C'est le plus important pour moi. Et du coup, comme on parle pas mal Instagram, on va focus sur ça. Tout à l'heure, tu disais que pour créer justement du contact, de la relation, tu utilisais pas mal les stories. Ouais. Comment au début, quand t'as commencé sur Instagram, comment t'as commencé à créer de la relation? Est-ce que c'était tout de suite intentionnel de ta part de le faire? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement au fur et à mesure Ouais, du tout. En fait, ça a été intentionnel tout de suite. Parce que avant de moi faire un compte Instagram public, j'ai mon compte privé depuis plusieurs années. Et les comptes que je préférais sur Instagram, enfin tu vois, dès qu'ils ont mis les stories, j'ai vraiment accroché avec Instagram parce que c'est là que tu peux connaître. Tu connais pas vraiment les gens parce qu'encore une fois, ils partagent que ce qu'ils veulent. Mais c'est là que tu crées cette espèce d'intimité avec eux parce qu'en plus, tu réponds aux stories et eux, la plupart du temps, te répondent. Donc il y a un vrai échange. Et du coup, les comptes que j'ai préféré suivre, c'était comme ça. Je suivais beaucoup de comptes d'artistes. D'accord. Et en fait, je me suis rendu compte que les comptes que je préférais, c'est aussi ceux qui prenaient le temps de partager leur travail, de motiver les gens. Je trouve que en fait, dans le travail d'un artiste, mais pas seulement d'un artiste, hein, d'un entrepreneur, il y a deux choses. Il y a le travail qu'il propose, qui est très important, mais il y a aussi les intentions qu'il met derrière et l'humain, en fait. Il y a des artistes, j'adhère pas forcément avec l'humain, mais j'adore leur travail, mais du coup, tu vois, ça bloque un peu, donc je vais pas aller regarder les stories, tout ça. Après, je respecte le travail et tout, hein. Et par contre, il y a des personnes qui ont envie de se lancer et qui ont même rien encore créé forcément de très concret. Et quand t'as une belle personne, bah t'as envie d'échanger avec elle, de discuter et de la soutenir même. De la soutenir dans ses projets, ça donne de la motivation, tu vois. Donc vraiment, c'était hyper intentionnel de ma part et ça a été très très dur de faire ma première story parce que t'es là, tu te filmes, t'es tout seul devant ta caméra, c'est moment de gênance quand même. Tu parles à personne presque, parce que au début, quand tu fais ta story, tu t'apprêtes à parler aux gens, mais tu sais pas le retour qu'il va y avoir derrière, c'est pas non plus du direct. Et donc j'ai dépassé ce truc-là de gênance, et je l'ai fait, et en fait tout de suite, ça a été des retours super positifs. Et tu vois, c'est pareil, moi j'ai besoin de mettre une tête sur les gens. Après, je demande pas qu'ils partagent toute leur vie et tout, mais c'est agréable de voir... Encore une fois, ça donne cette sensation d'intimité, de proximité aussi, tu vois. Et t'as l'impression que les gens, ils sont plus accessibles aussi. Et comment tu passes ce cap, justement, du fait d'être mal à l'aise? Parce que là, tu l'as dit un peu, est-ce que c'est en produisant rapidement, en faisant plein, en se forçant à le faire? Ou t'as eu un déclic aussi pour ça, du fait que d'un coup, t'étais plus à l'aise de le faire, alors qu'au début, t'étais un peu mal à l'aise? Je sais pas si on est trop à l'aise parce que tu vois, au début, mon compte, quand j'avais quelques centaines, quelques milliers, je sais pas, 2-3 000 abonnés, j'avais aucun mal à faire des stories. Et le fait, oui, de le faire régulièrement, c'est vrai que tu t'habitues en fait. Donc c'est dur au début, mais après tu t'habitues. Et là, je te disais, cet été, j'ai arrêté d'en faire avant l'été. Et là, c'est compliqué pour moi de revenir, de mettre ma tête. Parce que j'ai plus l'habitude, parce que je reviens ce truc de dire oh je remets ma tête, et puis tu sais quand tu te vois, t'es là, tu te coiffes, t'es pas bien, dans ta tête tu te dis oh je suis pas belle, je raconte n'importe quoi. Mais en fait je crois qu'il faut pas se poser ces questions, puis il faut le faire parce que les gens ils s'en foutent de tout ça. Faut créer le lien en fait et arrêter de se poser trop de questions. Mais au début c'est un peu désagréable parce que c'est des émotions qui sont pas hyper agréables, le stress, la peur et tout, mais en fait une fois qu'on l'a fait, il faut le faire. C'est un exercice après, hein. Faut le faire, faut partager. C'est vrai que c'est intéressant parce que, mine de rien, le stress, il est légitime dans le sens où quand tu sais que ta story, elle peut être très rapidement sur Instagram vue par des centaines de personnes, c'est vraiment comme si t'étais sur une scène avec 100 personnes assises en train de te regarder. C'est ça. Attentivement, et toi, t'es pas préparé, tu viens, tu racontes ta vie, des fois, c'est pas forcément des trucs intéressants. Mais c'est ça, en fait, c'est exactement ça. Tu donnes totalement le pouvoir aux personnes, en fait, je pense qu'à ce moment-là, tu donnes le pouvoir aux personnes, soit d'être d'accord avec ce que tu dis, soit d'être complètement pas d'accord, soit de t'aimer, soit de te détester profondément. Ouais, complètement. Et c'est ça qui est un peu perturbant à passer le cap, disons. Moi, je le vis comme ça, personnellement. C'est que t'as vraiment le sentiment de volontairement te rendre vulnérable devant... Ouais, et c'est exactement le mot que je voulais te dire, c'est que t'es vulnérable parce qu'en fait, tu te livres.
quelque part. Alors c'est pas toujours des trucs hyper personnels, mais tu te livres quand même parce que c'est ton image, c'est ce que tu dis et tu t'es là face au jugement des gens. Et la plupart du temps, franchement, c'est bienveillant. C'est pas toujours le cas, hein. Des fois, j'ai eu des commentaires un peu bizarres, ça m'arrive. Je me suis fait insulter même des fois sous certains dessins. Mais c'est improbable, mais c'est sûr. En fait, ces gens-là, à la limite, c'est dur. Au début, c'est dur. Mais en fait, il y en a pas tant que ça. Et il faut se focus plutôt sur tous les retours bienveillants qu'il y a aussi. Tous les retours bienveillants qu'il y a, ça c'est le plus important. Mais c'est vrai que tu disais, il y a des milliers de personnes qui te regardent. Et il y a des milliers de personnes qui regardent. Mais en fait, il n'y a pas tout le monde qui répond parce que je pense que déjà, les gens, ils se disent, elle est suivie par des milliers de personnes, elle va pas prendre le temps de me répondre. Et c'est vrai qu'on a l'impression de déranger. Quand il y a plein de monde, on se dit, ils vont pas avoir nos messages, on va écrire pour rien. Mais c'est perturbant aussi parce que des fois, t'as beaucoup de personnes qui te regardent et t'as que 2-3 messages. Et alors là, tu sais, tu te dis, pourquoi j'ai fait cette story et tout. En fait, ça a aucun intérêt, quoi. C'est très compliqué. C'est très compliqué, mais ça reste très important parce qu'on est en contact direct avec les gens. Et quand tu travailles à distance, alors quand t'as un magasin, un point de vente et tout, t'as ton client devant toi. T'as les gens qui suivent ton travail, t'as des gens qui passent et tout. Là, c'est un peu... Ouais, je trouve que les stories, c'est un peu ton petit coin, en fait. C'est bienvenue chez moi. Et c'est comme ça que tu peux accueillir les gens, discuter avec les gens et tout. Donc je trouve que c'est super important. Tu viens de me décomplexer parce que quand tu m'as dit que t'as des fois 1000 personnes qui regardent ta story, enfin des milliers, et que t'as que 2 réponses, j'ai souvent aussi peu de réponses. Et en même temps, le constat, c'est que les gens sur les réseaux sociaux, je pense qu'ils sont... Tu le dis, quand tu vois une personne, une story, tu te dis, il y a forcément des gens qui ont répondu. C'est ça. Les gens sont un peu timides ou alors ils sont plus à regarder, etc. Et t'as vraiment les 2 écoles, j'ai l'impression, sur les réseaux sociaux. T'as vraiment, du moins les 2 écoles, 2 types de personnes. T'as les personnes qui vont consommer un max et qui vont jamais rien poster et jamais rien partager. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et t'as l'autre école qui vont être un peu comme les pitres. En fait, c'est un peu comme dans la salle de classe, en fait, en primaire. T'as toujours l'école des personnes qui vont regarder, qui vont jamais faire de bêtises et qui vont rigoler quand le pitre de la classe il va faire quelque chose. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et t'as toujours 2-3 personnes qui eux, c'est eux qui vont commencer à mettre faire l'ambiance. toute l'animation dans la classe. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. J'ai l'impression que c'est vachement primaire, les réseaux sociaux. En fait, c'est exactement la même chose que en fait dans une classe, quoi. Et tu sais, en fait, je trouve aussi que c'est à nous aussi de mettre à l'aise les gens. Parce que ce que tu vas montrer en story, si t'es hyper froid... Parce qu'il y a des gens qui font des stories, qui montrent des trucs. Faut voir ce que tu montres. Est-ce que ce contenu-là, il va apporter quelque chose aux gens? Est-ce que t'as quelque chose à leur partager? Ou alors, on peut leur poser des questions aussi. Mais si tu mets un truc hyper froid, ça peut aussi pas forcément te donner envie de répondre. Et quand tu vois qu'il y a une personne qui met des stories, mais qui... Parce qu'en fait, comme tu dis, il y a 2 écoles sur Instagram. Et sur Internet en général. T'as les gens qui partagent dans le but de partager, d'avoir un vrai échange. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens aussi qui ont besoin d'être vus. Alors on va pas rentrer dans les trucs, la psychologie et tout, mais il y a des gens qui ont ce besoin-là aussi de reconnaissance, mais qui sont pas forcément là pour prendre des autres. Et moi, je me nourris des autres, en fait, si tu veux. Moi, toute seule, mettre un truc, ça m'intéresse pas, en fait. Si je le fais, c'est pour aussi me nourrir des échanges et me nourrir de tout ce que les gens peuvent apporter. Et même des fois, un soutien, même un message en disant « continue », je sais pas, enfin peu importe le sujet, ça peut être autre chose, mais les gens, ils ont l'impression que c'est pas grand-chose, mais c'est vraiment énorme, en fait. Parce qu'on se nourrit de ça. Enfin, en tout cas, moi. Ouais, c'est intéressant. Donc, quand tu dis « tu te nourris des autres », c'est vraiment des retours que tu as, des messages que tu as et par rapport à ce que tu postes, c'est ça ? Ouais, par rapport à tout. Là, je suis pas que forcément dans le dessin parce que je poste D'accord. pas. Il m'arrive des fois de poster des trucs un peu plus perso. Parce que des fois, je me dis, allez, c'est pas grave, c'est pas des choses. Enfin, c'est cool aussi de montrer un peu son intimité et des fois, ça me gêne pas. Ça dépend des fois. Et donc c'est vraiment sur divers thèmes, ça peut être du perso, du pro. Et quand je te dis je me nourris des autres, c'est pas forcément que des choses positives, parce qu'il y a des gens qui sont capables de te donner des avis qui vont pas dans ton sens, mais le dialogue est ouvert.
Et ça, c'est cool aussi. C'est même là où ça devient intéressant. Parce que je pense qu'on peut tous dire, on peut tous ne pas être d'accord, mais en fait, faut en parler et c'est là que ça devient enrichissant. C'est même le plus enrichissant, c'est d'écouter les points de vue des autres, de comprendre pourquoi ils fonctionnent comme ça, qu'est-ce qui les a amenés à raisonner comme ça, et du coup, ça fait, moi, ça me permet d'avancer dans mes propres raisonnements et pourquoi pas même un jour de changer puis d'évoluer, tu vois. Donc, se nourrir des autres, c'est pas que le positif, c'est vraiment globalement de tout, en fait. Des difficultés, des messages gentils, des encouragements, enfin, tu vois, c'est de tout. Même, je vais te dire, parce que là, je te parle de moi, ce que je partage, mais je passe beaucoup de temps aussi sur Instagram à voir ce que les autres partagent, parce que je trouve que c'est important. Ça peut pas être en sens unique. Et je suis d'autres artistes, d'autres entrepreneurs, d'autres mamans aussi, tout simplement. Et ça aussi, c'est enrichissant, tu vois. Je trouve. Parce que c'est des gens qui partagent leurs expériences, leurs galères, et... En fait, globalement, la relation humaine, je trouve, est très enrichissante. Et c'est ça que j'arrive à trouver sur Instagram et que je trouve énorme. Malgré le fait que ça soit, entre guillemets, je mets des gros guillemets, mais du virtuel, parce que c'est pas si virtuel que ça. Derrière, il y a des vraies personnes, il y a des vraies émotions, et il y a des vraies vies, en fait. Je suis assez d'accord, surtout sur l'aspect à double sens. Je pense qu'il est, même si tu pars dans le cadre même de créer une relation, dans tous les cas, il faut que ça parte à double sens. Ouais. Et tu dois aussi toi-même suivre des personnes, tu dois même interagir toi aussi derrière. Et c'est sûr que si tu restes juste sur la scène et que t'attends juste des autres, je pense que même là, si tu crées une relation avec les personnes que tu veux cibler, elle sera pas saine, quoi. Elle sera pas saine, puis les gens ils vont se lasser. Enfin moi quand j'essaie d'aller vers des gens, si je vois qu'il y a pas de retour, je perds pas mon énergie, tu vois. Si les gens ils sont pas disponibles, voilà, faut aller vers les autres. C'est important, je trouve. Après par contre, je t'avoue que c'est compliqué parce que je peux pas suivre beaucoup de personnes sur Instagram. Là, faut vraiment que je trie les comptes que je suis, parce que le problème c'est que Instagram n'affiche pas tout. C'est impossible d'afficher tout quand tu suis 600 personnes, par exemple. Oui. C'est pas possible. Ça va trop vite. Ça va trop vite, il y a trop de trucs, et du coup, ça fait noyer d'autres choses dans la masse. Donc c'est très compliqué. Donc là, c'est mon objectif aussi de trier les comptes. Mais après, j'essaye, tu vois. Par exemple, quelqu'un qui vient me parler de dessin et que je ne suis pas, j'essaie quand même, si j'ai le temps, d'aller voir son compte, d'aller voir ce qu'il fait, tu vois, pas non plus... elle vient me parler de moi, mais si on parle de dessin et que j'ai compris qu'elle dessine, ben je trouve que c'est cool d'aller voir aussi ce qu'elle fait elle, même si je la suis pas. Donc ça passe aussi aller lâcher des likes avant de parler avec quelqu'un pour savoir aussi avec qui tu parles, si le compte il est public en tout cas. En tout cas, c'est bien parce que cette technique, enfin, si je m'appelle pas ça technique, mais parce que ce processus, en gros, je vois beaucoup de monde qui l'applique, mais de façon forcée et très intéressée. Ouais. Je vois souvent dans les conseils, quand t'entends des conseils sur Instagram, personne dit il faut que t'interagisses un maximum sur le compte des autres, que tu t'abonnes à plein de monde pour être visible. Ouais, puis tu le fais avec des robots parce que t'as pas le temps de le faire toi-même et ça devient tellement impersonnel. C'est horrible. C'est terrible. Oh là là. Moi je trouve que quand je vois des robots, j'ai bloqué des comptes pour ça. Hein. Des comptes, j'ai remarqué qui balançaient des robots, des gros comptes. Et en fait, en plus les questions sont géniales, elles sont bien tournées et tout. Et quand tu captes que c'est un robot, mais quel manque de respect, c'est abusé. Je trouve ça abusé de faire ça juste pour faire grossir son business. Comme tu disais tout à l'heure, en fait, je trouve que c'est des manières qui sont pas saines et en fait, le marketing, moi, j'ai du mal avec ça. Le marketing, tu sais, toutes les techniques. On voit beaucoup maintenant sortir des formations, prends 10 000 abonnés en, je sais pas, une semaine. Je suis bombardée de pubs comme ça sur Instagram. Et toi, tu m'as dit que t'étais féru de tous ces livres. Et c'est pour ça que j'adore écouter tes podcasts, parce que ça m'apporte un angle sur des trucs sur lesquels je suis réfractaire. Et comme quand tu fais des podcasts, tu développes des idées, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est pas forcément des choses que je connais ou auxquelles j'adhère, mais en entendant parler, je peux comprendre des fois le sens des choses, tu vois. Mais de base, moi, ça me fait... le terme marketing, ça m'hérisse les poils, tu vois. Parce que j'ai trop ce truc du marketing forcé, Mais oui. le cliché, quoi, tu vois. Et c'est clair. Et en même...
Ouais, vas-y. Ah, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y, continue sur ta lancée. J'allais dire, en fait, avec mes collègues de bureau virtuel, donc c'est Fanny et Elodie, Fanny Vella et Elodie du compte Allegraine sur Instagram, donc Elodie a lancé sa maison d'édition, et on a fait des livres ensemble tous les quatre avec Alexis, le mari d'Elodie. Et en fait, on essaie de faire ça ils essaient de faire une maison d'édition qui a des valeurs éthiques, et éthiques notamment dans le marketing. Et c'est très compliqué en fait parce que pour vendre, souvent ça demande des techniques de vente agressives. Et nous, c'est pas du tout dans nos valeurs. Et pendant longtemps, jusqu'à encore il y a pas longtemps, hein, je crois que jusqu'à ce que tu sortes le mot love marketing, on avait l'impression que c'était un problème parce qu'on n'était pas du tout au point sur le marketing. Et quand t'as commencé à parler de love marketing, ça a commencé à faire son chemin dans ma tête. Et je me suis dit, mais en fait, c'est juste une autre manière de faire qui est différente. Alors, ça prend peut-être plus de temps. Mais en fait, prendre soin des gens, prendre soin des relations, respecter les gens, donc notamment en ne mettant pas des messages juste pour avoir du retour, tu vois. Et bien finalement, c'est notre manière de faire, elle est super saine, elle est super en accord avec mes valeurs. Et aujourd'hui, moi, j'arrive à vivre de mon activité, donc je peux dire que finalement, bah, ça marche en fait. Ça marche aussi. Peut-être pas pour tout le monde, je sais pas, tu vois. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment un problème de ne pas savoir faire du marketing agressif ? Et est-ce que c'est pas une force, ce love marketing, tu vois ? Je suis totalement d'accord et je suis très content du coup que t'en parles parce que je suis parti en croisade pour ça aussi, surtout contre les bots et sur tout ce qui est technique pour aller plus vite. C'est clair que comme tu dis, le marketing ça doit être totalement authentique à la base. Le problème actuel c'est qu'on a essayé de trouver des techniques pour que ça aille plus vite et pour que ça aille plus vite il va falloir il faut tricher un peu, c'est sûr. C'est toujours comme ça. De toute façon si tu veux accélérer dans un domaine il faut que tu triches donc ou du moins, il faut que tu dopes, que tu essayes de trouver des alternatives. En tout cas, c'est ce qu'on te conseille, quoi. Comment ? C'est ce qu'on conseille, quoi. Quand on te vend des techniques, en général, c'est avec... Mais c'est sûr, parce que t'imagines, toi, la pub gagne 10 000 abonnés en 3 ans en postant tous les jours du contenu valorisant pour les autres. Je pense que personne n'achèterait ta formation. Non, mais c'est sûr. T'es obligé de l'appeler gagne 10 000 abonnés en 5 à 10 jours en publiant juste un post avec un robot révolutionnaire qui va faire que tu vas grossir et faire beaucoup d'argent très rapidement. Moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus vendeur. C'est vendeur, mais moi ça me fait l'effet inverse en fait, ça fait arnaque. Tu vois ? Ouais, parce que ça, oui. Il y en a, c'est trop. Après, j'imagine que c'est pas. Je peux pas mettre tout le monde dans le même sac, hein, parce que là, je te parle vraiment des publicités. Je me sens agressée parce que je suis bombardée de ce genre de publicités. J'imagine bien qu'il y a des personnes qui ont des formations qui sont vachement plus, parce que c'est quand même que ça soit Instagram, les réseaux sociaux ou même le marketing dans la vraie vie en local, je suis sûre qu'il y a des techniques, c'est sûr. Il y a des trucs à savoir, sans forcément être manipulateur, mais ne serait-ce que, je sais pas, 1 heure pour poster un truc. C'est sûr que si tu postes sur les réseaux sociaux à 2h du matin, c'est un peu compliqué d'avoir du retour. Les gens, ils dorment. Donc il y a des choses à savoir, c'est sûr. Après, j'ai du mal avec les techniques miracles. Après, je pense qu'il faut le voir comment faut le voir, ces techniques, en gros, c'est juste des règles de savoir-vivre, c'est-à-dire que par exemple, si tu veux connecter avec un Chinois, par exemple, tu vas pas lui parler en français, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça n'enlève pas que cette personne, tu veux créer une vraie relation avec elle, mais tu vas devoir apprendre à parler chinois si tu veux espérer avoir une vraie communication, ou alors que tu apprennes le langage des signes, je sais pas, que tu sois innovant. Mais en gros, c'est ça. La seule différence, c'est que pour imager, les personnes vont utiliser Google Traduction ou alors des robots pour parler chinois à la place. Et du coup, t'as pas la réelle relation derrière, quoi. Parce que apprendre à parler chinois, ça prend du temps. Ouais. Ça prend beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour apprendre à parler chinois et pour vraiment avoir une relation avec le chinois. Mais moi, je serais plus du genre... Excuse-moi, je te coupe. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, t'es là pour ça. Parce que tu me dis, faut apprendre à... Ça demande des techniques pour créer du lien avec ce Chinois. En tout cas, cette personne de l'autre bout du monde où il y aurait des différences pour communiquer. Mais du coup, est-ce que si j'ai vraiment besoin de lui communiquer, de communiquer avec elle, oui. Tu prends des raccourcis, mais finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas... Est-ce que c'est la bonne cible ? Est-ce que ta cible, c'est pas quelqu'un avec qui tu peux vraiment créer du lien, tu vois ? C'est ce que je me demande aussi. Ouais, c'est ça. Bon, là, c'était une image pour imaginer un peu
Je compte pas cibler en tout cas personnellement des Chinois, mais Ça demanderait du travail hein, pour apprendre. Non, mais même, oui, je veux c'est dire, ça. si tu veux travailler, je sais pas, qu'est-ce que je prends comme exemple, avec un milieu qui est pas le tien et que tu connais pas. Est-ce qu'il faudrait pas commencer avant d'essayer de prendre des raccourcis pour aller les toucher? Est-ce qu'il faudrait pas commencer par apprendre à connaître ces gens-là, tu vois? Pour comprendre comment ils fonctionnent et être vraiment authentique avec eux, plutôt que faire des trucs rapido absolument pour être avec, pour prendre leur argent en fait, tu vois? Parce que quand tu t'intéresses, j'ai l'impression que quand tu t'intéresses pas vraiment à la personne, c'était juste là pour prendre son argent en fait, clairement. Ouais, soit la fame, Si soit tu- l'argent. En tout cas, Ouais, c'est voilà, sûr que c'est t'as ça. pas d'intérêt pour la personne à la base, ou Ouais, alors voilà, c'est c'est ça. déguisé, quoi. Si t'as un intérêt Ouais. pour la personne, est-ce que ça te demande pas de te mettre à la hauteur de cette personne? Et quand je te dis à la hauteur, c'est prendre le temps de parler avec les gens, t'intéresser vraiment au projet, aussi dire non parfois quand le projet il correspond pas, mais parce que tu respectes la personne. Tu dis je suis pas la bonne personne pour ce projet-là, tu vois. Pour moi c'est ça le love marketing. C'est prendre soin de la personne en gros. Pas forcément en attendant quelque chose en retour, mais être là. Être là parce que cette personne déjà elle t'apporte quelque chose. Et peut-être qu'un jour elle sera ton client. Si cette personne-là, c'est ton client, après c'est cool parce qu'en plus t'es déjà sur des bonnes relations. Et ça, c'est un plaisir après de travailler avec des gens avec qui t'as des bonnes relations. Donc c'est bénéf pour tout le monde finalement. Mais après c'est pas forcément du rapide, c'est sûr. Ça va pas vite. C'est ça exactement. C'est la grosse contrainte de ça, c'est que ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. Mais c'est comme tu dis, le fruit derrière, quoi qu'il arrive, il est, c'est un fruit qui a du goût, quoi. Parce qu'il a pris du temps à Ouais, complètement. maturer, et il a pris du temps à bien pousser de façon bio. Et Ouais, quand il c'est pousse, trop bah, ça. t'as un bon fruit, quoi. Ouais. Et toi, tu prends plaisir après à aller le cueillir et aller le manger. Exactement. Exactement. Et j'ai l'impression que la force aussi, quand tu prends du temps à construire, j'en parlais avec quelqu'un il y a pas si longtemps, quand tu prends du temps à construire une relation sur du long terme, avec une audience, avec un public, avec une communauté, c'est une communauté en fait qui va, pour le coup, avec lequel tu vas marcher pendant vraiment longtemps, quoi. En Ouais. fait, t'as créé une relation tellement forte que même si par exemple pendant un an tu postes plus rien, quand tu reviens un an après, les personnes elles t'ont pas oublié parce que t'as eu un réel impact dans leur Ouais, vie je à un vois ce que moment tu donné, veux quoi. dire. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, notamment sur créer des projets tout en impliquant la communauté. Et c'est ça, c'est qu'en fait, quand il y a des gens qui te suivent depuis longtemps, et d'où l'intérêt de partager, que tu partages avec eux, déjà, ils peuvent te donner leur avis sur ton projet, ils peuvent te permettre d'avancer sur ton projet, et ils le voient, ils voient comment ça se passe, comment il naît, comment il est là, et au moment où t'as besoin d'eux, les gens, ils sont là parce qu'en plus, ils ont partagé ça avec toi. Alors, c'est toi qui mène le projet, mais t'as besoin d'eux. Et eux, ça leur fait plaisir parce que tu les as impliqués, les gens. Et du coup, tu l'as pas fait pour toi, et eux, ça leur plaît pas. Tu l'as fait vraiment comment dire? Avec eux, en fait. De faire des projets pour toi, mais en impliquant les gens, je trouve que c'est une force. C'est une force et les gens, ils sont plus à même à te soutenir et ça leur fait plaisir de te soutenir. Ça les motive aussi, eux, pour faire des projets parce qu'ils voient comment ça se passe. Là, quand je te dis ça, en fait, je parle des livres qu'on a sortis, donc toujours avec Elodie et Fanny. Et je trouvais ça chouette parce qu'on demandait en story, qu'est-ce qu'on met comme personnage le papa, moi, il y avait un papy dans un des livres. Je leur disais comment je le fais, est-ce qu'on le fait petit, grand? Et je trouve ça mais tellement génial. Parce qu'en vrai, moi, j'aurais pu faire le papy comme je voulais, tu vois. Ça changeait rien pour le livre. Mais c'est trop classe de le faire avec les gens. C'est marrant déjà. Et c'est de l'interaction. Je trouve ça génial. C'est un plaisir, quoi. C'est du plus. Je trouve que c'est important de construire les projets avec les gens. Ouais, c'est clair. Et c'est quoi les retours que t'as eu du coup par rapport à ces livres? Franchement, on a quasiment que des retours positifs. Alors après, je sais pas, est-ce que les gens qui ont des retours négatifs, ils nous en parlent pas? Oui, c'est sûr. On sait pas, mais en tout cas, les gens sont super bienveillants et ça a été super bien accueilli. On a tout. Puis c'est cool parce qu'on a vraiment tout donné, tu vois. Il y avait des gros obstacles parce qu'Elodie et Alexis, leurs valeurs, eux, c'est vraiment respecter l'humain et faire en France, tu vois. Il y a beaucoup de livres qui sont faits à l'étranger.
Et pour eux, faire à l'étranger, c'est pas respecté en général. Du coup, c'est des conditions de travail qui sont pas toujours OK. Donc eux, ils voulaient le faire en France, faire vivre aussi les entreprises françaises, mais ça demandait du coup d'investir plus. Et par exemple, pour avoir un prix d'un livre abordable, et encore je te dis abordable, c'est 15 € le livre, tu vois. Donc on est un peu au-dessus. Mais on se posait la question couverture cartonnée ou pas. Et en fait, on voulait vraiment faire un beau produit et c'était tellement compliqué d'avoir un imprimeur français avec des papiers recyclés, une couverture cartonnée sans faire exploser le prix du livre. Tout le monde en France. Là, le gros problème, c'est pour diffuser les livres, en fait, les distributeurs. On a beaucoup de mal à trouver des distributeurs parce que, en fait, après, sinon, c'est Amazon et compagnie, tu vois. Et Amazon, respect de l'humain, c'est pas, on n'y est pas trop. Et en même temps, c'est super compliqué de faire marcher une entreprise avec des valeurs éthiques, mais éthiques même humainement, tu vois. Prendre soin des gens, rester justement dans le love marketing et pas faire du marketing agressif tout en faisant connaître son travail. Et c'est compliqué, mais même si on vend moins de livres, les retours, ils sont tellement... Parce que tu me demandais les retours qu'on a, ils sont tellement beaux et tellement encourageants qu'on a envie de continuer. Et on continue d'ailleurs. Ah, ça, d'accord. Et j'ai envie de te poser une question parce que y a une question que je me pose par rapport à ça et je suis en plein questionnement en ce moment et peut-être que toi tu vas pouvoir me donner un indice. Par rapport à ça, au love marketing, de faire des projets collaboratifs, on va dire ça comme ça, de créer une communauté basée sur l'authenticité, sur la relation, tout ça. Est-ce que on rencontre pas un moment, après peut-être que toi tu t'y es pas encore, mais à rencontrer un moment, un plafond, en fait, auquel tu peux plus tout simplement parce que humainement c'est plus possible d'aller plus loin, quoi. Je m'explique, par exemple, ta communauté demain elle est multipliée par 10. Est-ce que t'arriverais encore et t'arriverais à te projeter à encore avoir une relation, à créer une relation avec autant de personnes? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et est-ce que tu vois à peu près le gros questionnement que j'ai? Bah, en fait, si tu veux, mon compte, quand il a passé les 10 000 abonnés, j'ai paniqué. J'ai paniqué parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure sur les stories et tout. J'ai eu l'impression de sortir de cette intimité que j'avais avec les gens. Parce qu'en plus, ça a été très vite. C'était en début d'année. Je crois que je suis passée de 8 000 à 20 000 en 2 mois. Donc le truc, c'était pas prêt. Et ça m'a fait peur parce que j'avais l'impression que, tu sais, c'est comme si t'as ouvert ta porte, pouah, tout le monde est rentré. Ok, donc là, tu recommences à être un peu timide, un peu mal à l'aise, et puis il y a plein de personnes, tu sais pas à qui tu parles, ça redemande de tout reconstruire. Et aujourd'hui, j'arrive pas à répondre à tous mes messages, j'arrive pas à répondre aux commentaires. Clairement, hein, j'ai des centaines de messages en attente, mais en fait, je peux pas, hein, parce qu'il faut que je travaille aussi, il faut que je m'occupe de ma famille, donc je peux pas. Mais quand je le fais, ben, je prends le temps. Et tu vois, par exemple, si je tombe sur une personne qui me réécrit et je remonte un peu le truc, si je vois qu'elle m'a écrit 2-3 fois, mais je m'excuse parce que franchement, je suis trop désolée de pas avoir vu son message et pas avoir pu prendre le temps de lui répondre. Donc c'est hyper compliqué à gérer. Mais en fait, je pense qu'encore ça dépend après le cœur qu'on y met. Tu vois, c'est sûr que si la personne elle t'a écrit 4 fois et que tu lui fais ouais, ok, tu lui lâches un pouce, c'est gênant quoi. Tu vois, la personne elle a pris le temps de t'écrire quand même. Et donc ouais, tu repenses au dessin. Ouais, en fait, j'ai pensé au dessin que j'ai vu juste avant. Non, mais pour moi, ça, c'est manque de respect. La personne, elle te prend le temps de t'écrire et tout. Donc voilà, donc c'est dur à gérer. Clairement, si tu peux pas gérer une communauté qui a 1000 personnes, une communauté qui en a 20 000 ou 30 000, ou encore pire, hein, dans les comptes qui sont plus gros. Mais je pense que si tu prends un petit peu de ton temps à chaque fois pour répondre, alors après, c'est une question de chance, hein, tu réponds à ceux qui tombent sous ton nez, c'est sûr. Mais après, on peut aussi expliquer, en fait, tout simplement. Expliquer justement en story, dire, bah, je suis désolée, je peux pas suivre le rythme. Et voilà. Est-ce que tu penses, toi, que c'est une bonne idée, du moins, de déléguer après la réponse au message à quelqu'un? Ou est-ce que justement, en faisant ça, quand tu délègues en gros à une autre personne de répondre à tes messages, quand t'as plus du tout le temps de répondre à autant de messages, est-ce que pour toi, tu penses que faire ça risque pas c'est une bonne solution au fait d'avoir beaucoup de personnes, beaucoup de messages, ou c'est une fausse bonne solution? Non, pour moi, c'est pas du tout une bonne idée. Après, ça dépend des activités. Là, je me projette, quand tu me dis ça, je me projette en imaginant mon compte là-dessus.
Et c'est vrai que moi, j'ai besoin de cette relation intime avec les gens, donc je peux pas... Si je fais ça, ça perd toute son authenticité. Puis en fait, les gens, ils m'ont écrit à moi, ils m'ont pas écrit à l'autre personne qui me répond. Alors peut-être pour des mails, pour traiter des mails, ça peut être intéressant. Parce que les mails, en général, c'est un peu moins... Souvent, quand je reçois des mails, c'est pour du pro. Donc on peut, dans des relations pro, je pense qu'on peut dire qu'on travaille, qu'on aide telle ou telle personne. Mais sur Instagram, non, je me vois pas du tout faire ça, quoi. Je préfère à la limite pas répondre et prendre le temps de répondre que faire ça. Mais je comprends, hein, parce que c'est un vrai problème de pas pouvoir répondre à tout le monde. Mais moi, ça me dérangerait si j'écris à quelqu'un, que ce soit quelqu'un d'autre qui me réponde, parce qu'en fait, après, ça dépend du message, hein, et de la demande, bien sûr. Mais pour moi, c'est une fausse bonne idée, mais je mets un bémol là-dessus parce que après, à voir selon les activités, quelqu'un qui a un compte qui reste très pro et qui est pas dans le love marketing, bah ça me choquerait moins, tu vois. En fait, ça dépend finalement de la trame que t'as sur ton compte, quoi. Est-ce que t'as créé un lien avec les gens? Est-ce que tu veux le maintenir? Est-ce que tu veux le conserver? Après, si juste ton feed Instagram, c'est juste une vitrine pour une marque, bah là, si tu veux, ça me perturbe pas, par contre. Ça dépend, en fait, le but de ton compte, je crois. D'accord, c'est intéressant, ouais. C'est intéressant ta façon de voir. Parce que c'est vrai que c'est une question que je me pose pas mal parce que en même temps, quand tu grossis, c'est sûr que t'as moins de temps. Et à savoir, est-ce que déléguer, c'est toujours la meilleure solution au fait que tu grossis et que tu veux garder une bonne relation? Je suis assez d'accord avec toi avec ce fait que la personne à la base, elle t'écrit à toi et pas à l'autre. Et que limite, vaut mieux ne pas répondre ou vaut mieux répondre à quelques messages de temps en temps que à répondre à tous les messages, mais si c'est pas toi qui y réponds, c'est sûr que voilà. Et en même temps, je suis aussi d'accord avec l'aspect dans lequel tu dis ça dépend de ton business. Ouais, ça dépend de clairement. ton objectif, ça dépend de la relation que tu veux créer ou pas avec avec ton audience. Et en même temps, c'est ça. En même temps, en général, quand il y a j'ai l'impression quand il y a trop d'étapes avant d'avoir quelqu'un, ou comment on peut dire, trop d'interlocuteurs, hein. Là je prends en exemple les grosses entreprises comme SFR, Bouygues Télécom. J'ai l'impression qu'à chaque fois ça saoule tout le monde, en fait. Quand t'as pas l'humain derrière, quand tu veux aller trop loin dans le délégué et que tu tombes sur avec trop d'interlocuteurs, des personnes qui délèguent complètement leur service client ou la réponse aux messages, aux appels à des gros trucs, où tu perds tout l'humain, absolument tout l'humain, en fait ça saoule tout le monde et ça apporte rien, quoi. Je suis en train de réfléchir en même temps que tu parles, parce que je prends l'exemple, par exemple, d'une boulangerie. Si la vendeuse, elle est super froide et pas humaine, moi je retourne plus là-bas, clairement. Mais si t'as une vendeuse, donc en fait, quelque part, tu délègues, parce que c'est pas elle qui fait le pain, c'est pas son magasin, donc t'as délégué à une nana pour vendre, pour faire la caisse. Si t'as quelqu'un de très humain, ben en fait, peut-être que ça peut le faire. Tu vois, genre, moi, si j'avais, je sais pas, une secrétaire pour répondre aux appels, mais je crois qu'en fait, peut-être que si la personne, elle se présente... Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais en fait, je dis que tu peux l'amener d'une manière où ça peut rester humain, peut-être. Mais c'est ce que t'as dit, à partir du moment où tu perds l'humain, c'est un problème. Mais peut-être que les gens, si tu leur dis « je suis dépassée », là, je prends quelqu'un pour m'aider pendant une semaine, pour répondre en tout cas, parce qu'en fait, tu peux voir les messages, mais les messages trop perso, à la limite, tu peux les répondre toi. Y répondre toi. Mais peut-être que les gens aussi peuvent comprendre en parlant. Je pense qu'en fait, les gens peuvent tout comprendre, mais faut commencer par les respecter en mettant les choses au clair. Quand vous nous écrivez, ça peut être elle ou moi qui répond. Tu vois, si c'est clair, au moins t'es pas surpris après. Mais c'est pas quelque chose que je ferais. Oui, je comprends. Oui, comme tu dis, l'idée d'être clair, de bien communiquer, de dire bien les choses. Et c'est une très bonne image, celle de la boulangerie. Parce que c'est vrai que, mine de rien, les personnes que tu sélectionnes pour déléguer ce genre de tâches, ça va vraiment être très déterminant pour... c'est l'image de ton business, hein, clairement. Hein. Exactement. Et donc, ça serait limite un nouveau critère à prendre en compte quand tu recrutes quelqu'un, quoi. Mais tu sais, même sans recruter, on tourne beaucoup autour d'Insta, mais c'est parce que moi, toute mon entreprise fonctionne avec Insta. Je fais aussi très attention avec les personnes avec qui je m'associe.
Parce que les gens, ils font vite des raccourcis, tu sais, ils connaissent pas tous les tenants et les aboutissants, mais si tu t'affiches beaucoup avec quelqu'un qui est pas raccord avec ta façon d'être, avec ta façon de prendre soin des gens ou quoi, tu vois, après ils se disent, putain, mais elle est copine avec elle, mais cette nana, je peux pas la voir. Ou si l'autre a des problèmes, tu vois, t'es associé automatiquement à cette personne. Je pense qu'il faut faire aussi très attention des personnes avec lesquelles on crée des liens. Alors, enfin, non, faut pas faire attention avec les personnes avec qui on crée des liens, mais quand tu présentes d'autres comptes, en fait, quelque part, tu t'engages un peu pour eux. Tu vois? Ouais, je comprends. Ouais. Donc, dans l'idée de faire attention aux collaborateurs avec qui on s'associe, je pense que c'est important aussi de voir avec qui on s'entoure. Voilà. Est-ce que ça, justement, ça fait pas peur? Parce que ça me fait écho à un truc quand tu dis ça, c'est que est-ce que ça fait pas peur à arriver à un certain stade de se dire si tu fais une fausse de travers, un partenariat de travers, ça peut tout faire flamber, quoi. De se dire si je recommande un compte que j'aurais pas dû, ça va peut-être tout détruire ou tout ce que. Est-ce que t'as pas cette crainte des fois de faire une erreur fatale ou un truc comme ça? L'erreur fatale. Non, j'ai pas cette crainte-là parce que justement, comme on a créé un lien avec les gens qui me soutiennent et qui me suivent, avec ma communauté, on a créé un lien qui est plutôt solide. Je pense qu'ils me connaissent. Il y a toujours des nouveaux qui arrivent, mais les gens qui me suivent depuis longtemps et qui ont compris à peu près qui je suis et comment je fonctionne, ils me connaissent suffisamment pour dire bon là, elle a fait ça, mais voilà, c'est pas. On sait que d'habitude elle est pas comme ça, ou on fait tous des erreurs, il y a personne qui est parfait. Donc l'erreur fatale, non, je pense pas. Et après, je crois aussi que si on fait une erreur, on peut aussi le dire, dire bon là, sans aller nuire à la réputation de quelqu'un d'autre, parce que je trouve que ça se fait pas. Mais si on fait une erreur et qu'on peut la rectifier sans causer du tort à quelqu'un d'autre, je pense que c'est important aussi de le faire. Je trouve que ça se fait, que les gens... En fait, dans une relation de confiance, on peut, comme je te disais, on peut tout se dire. On peut tout se dire, faut juste trouver une manière de le dire et on fait tous des erreurs, ma foi. Ça arrive. Après, par contre, je prends l'exemple, genre moi je monte mon business comme ça et d'un coup je décide de prendre un robot. Erreur fatale. Je suis d'accord là. Mais tu vois, tu peux très bien t'en rendre compte après. Tu t'en rends compte et puis tu t'excuses. De dire bon voilà, j'ai pensé prendre ça parce que j'étais dépassée ou j'avais besoin de développer, je m'excuse parce que c'est ça, je me rends compte que c'est pas raccord avec les valeurs que j'ai ou avec la manière dont je veux mener mon truc. En fait, le love marketing, c'est aussi avoir quand t'es proche des gens, on peut leur parler, tu vois. Tu m'enlèves un poids phénoménal parce que moi c'est une de mes grosses craintes. L'erreur fatale. L'erreur fatale, ça me fait tellement flipper. Mais là, je peux me confier sur mon autre podcast parce que sur celui-là, je suis une autre personne. Mais à la base, sur mon autre podcast, je sais que tu suis. Ouais. À chaque fois, j'ai peur de faire un contenu tellement, bidon que les gens, ils ont envie de partir. Alors, tu sais, c'est infondé comme peur parce qu'en vrai, personne au monde écoute la vidéo de quelqu'un et la trouve tellement nulle qu'il le supprime et qu'il le bloque à tout jamais. Je connais personne qui fait ça, qui est tellement intransigeant à ce point-là. Mais c'est une vraie crainte. Et je pense, ça se trouve, il y en a, je suis pas tout seul. J'espère être pas tout seul dans ce cas. Mettez-le en commentaire si jamais une personne écoute et se reconnaît dans ça. Mais personnellement, j'ai largement pas autant d'audience que toi. Mais j'ai 2 fois plus cette peur de faire une erreur fatale, de faire un contenu qui va déplaire à tel point que les gens... Ils vont te blacklister à tout jamais, quoi. Ouais, alors après, tu vois, ça, en fait, moi, ça, j'ai jamais eu trop peur de ça, parce que je suis toujours partie dans l'optique que je fais pas les choses... Alors, tu fais les choses pour... Je fais pas les choses... La première chose, je les fais pour moi, en fait. Et après, je la partage, et du coup, ça plaît ou ça plaît pas. Donc déjà, la personne à qui ça plaît pas, si tu l'as fait avec ton cœur, la personne à qui ça plaît pas, ou qui se désabonne, ou qui dit erreur fatale, je me désabonne direct... c'est que c'était pas une personne qui était faite pour te suivre et elle a le droit en fait parce qu'on peut pas tous s'entendre et j'ai envie de te dire c'est pas grave tant qu'elle vient pas te défoncer par message, ouais c'est nul ce que t'as fait, à la limite elle peut te dire bon ça m'a pas plu machin, comme on disait on peut échanger là-dessus, mais perdre du monde parce que ce qu'on fait ça convient pas, j'ai envie de te dire c'est pas grave parce que tant que t'es authentique
Les gens vont te suivre et ils vont te suivre comme t'es. Et s'ils suivent pas, c'est que c'était pas ton audience. Tout simplement. Enfin, moi, je le vois comme ça, tu vois. Et dans mes dessins, c'est pareil, je demande pas... Tu vois, j'ai commencé, quand je me suis lancée, je dessinais vraiment... Je rigole maintenant quand je vois les premiers dessins de mon feed. Mais je demande pas l'avis des gens, parce que je sais très bien, en fait, que c'est pas parfait, que c'est pas machin. Mais je partage parce que avec l'intention de partager ce que j'ai fait avec le cœur. Et je demande pas l'avis des gens parce qu'en fait, je connais mes failles et tout, mais je pense que les gens, même si c'est pas parfait et qu'ils sont encore là, ben c'est que c'est cool. C'est que c'est cool, c'est qu'ils vont me suivre, même si c'est pas toujours au top et tout. Et d'ailleurs, j'ai même envie de te dire, c'est la guerre, enfin, il y a deux... Sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui sont contre ça, le fake, quoi. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut rester authentique. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas grave. Mais t'as été authentique, en fait. Et du coup, les gens qui sont... Tu veux dire quoi par le fake ? Bah, en fait, faire des trucs pour que ça plaise ou ne pas faire des trucs de peur que ça plaise pas. Quelque part, c'est se mettre des barrières et c'est pas montrer vraiment qui tu es. Et c'est entre guillemets un peu fake, tu vois. Et par contre, ceux qui montrent leurs erreurs, qui montrent leurs galères, ben je trouve que c'est beau aussi, tu vois. Et faire un truc qui est peut-être un peu moins bien, ben c'est pas grave. Et en plus, ça peut être surprenant parce que finalement, ça peut plaire. Et ça peut amener aussi un autre angle sur ton travail. Moi, je trouve que, de toute façon, je trouve que tout fait avancer. Tout le temps. Donc ça doit pas être une crainte, parce que dis-toi que quoi qu'il arrive, ça va te faire avancer. Si tu vois que ça marche moins bien qu'un autre, bah c'est pas grave en fait. C'est pas grave, les gens qui partent, c'est pas grave. Ouais, c'est une très belle façon de voir les choses. Surtout que c'est vrai qu'en plus, souvent le contenu que nous on préfère, c'est pas forcément celui qui est le plus... Non mais ça, c'est l'histoire de ma vie, ça. Mais je pense que c'est l'histoire de la vie de tous ceux qui postent du contenu sur Internet. À un moment donné, t'as toujours une sélection de ce que toi t'aimes et qui en fait les gens n'aiment pas. Et c'est dur, hein, toi, quand t'as fait un truc où t'y croyais trop et que flop. Exactement, ouais, c'est encore plus perturbant. Ouais. Parce que c'est vrai que souvent tu peux poster un truc que tu l'aimes pas et que les gens aiment, t'es surpris. Mais à l'inverse, c'est vrai que c'est perturbant quand toi tu te dis là ils vont tellement aimer ça, c'est un truc de malade. Ouais, parce que tu t'es éclaté à le faire en fait et t'as l'impression qu'ils vont ressentir la même chose que toi. Et en fait, pas trop. Ouais, c'est ça. c'est hyper perturbant, mais alors ça par contre, ouais, je crois, comme tu dis, ça doit être le quotidien de toutes les personnes qui postent du contenu, en fait, on sait jamais. Mais c'est marrant parce que ça permet aussi toujours dans l'idée d'échanger avec les gens, de se rendre compte qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas, comment les choses passent, comment ils interprètent. C'est aussi faire connaissance quelque part. Mais je pense que voilà, ça fait grandir. C'est un flop, mais voilà, ça fait comprendre des choses, du coup. Mais il faut pas pour autant s'arrêter de le faire, en fait. Parce que si c'est ce que t'aimes faire, je pense qu'il faut continuer. Genre, j'ai pas d'exemple particulier, mais tu fais un contenu et il floppe. Alors après, il faut voir pourquoi il a floppé, hein, parce que des fois, il y a toujours des choses à améliorer. Mais si c'est le thème, en fait, parce que d'un coup, t'es parti sur autre chose et que les gens sont pas habitués, mais je pense que c'est aussi l'occasion de commencer à les habituer. Ben moi, je vous ai pas montré cette part de moi, mais je suis aussi comme ça, je partage aussi ce genre de choses. Et en fait, ça me fait penser que moi, sur mon compte Instagram, j'ai pris un gros virage sur ça. Au début, je dessinais donc mes anecdotes de vie de maman. Après, j'ai dessiné beaucoup de dessins trop beaux sur le maternage, sur l'allaitement. Tu sais, je favorisais les beaux visuels, que ça dégage de l'amour et tout. Et je crois que j'ai saturé de ça parce que être parent, c'est magnifique, c'est beau, mais c'est pas que ça. Et en fait, je me suis étouffée dans ce truc-là. Et je me suis dit, attends, mais en fait, ma vie, c'est ça, mais c'est aussi ça. Et je suis repartie sur les dessins marrants du quotidien qui me permettaient d'évacuer, tu vois, d'extérioriser les aspects difficiles de ma vie de maman. Mais je suis passée d'un truc de maternage à maintenant, ma fille, je ne l'allaite plus, je ne la porte plus. Enfin, tu vois, je suis presque sortie de tout ça et je publie plus du tout ça sur mon compte. Parce que ça reflète plus ma vie actuelle. Et ça a été un tournant. Et je me suis posé la question, est-ce que je le fais pas ? Et en fait, je l'ai fait. Et c'est pas grave, la communauté, elle te suit ou pas. Comme on disait tout à l'heure, les gens qui veulent partir, ils partent. Et les nouvelles personnes qui veulent venir, elles viennent. Et puis il y en a qui sont là depuis le début et qui restent aussi parce qu'ils te voient... ils voient comment tu grandis au fil du temps, tu vois. Donc je pense qu'il faut rester authentique et les gens, ils sont là ou pas, en fait. C'est eux qui voient. En gros, c'est un mindset de l'intérieur vers l'extérieur à chaque fois, quoi. C'est si je traduis, c'est
ce qui se passe à l'intérieur, que ça soit ce que t'as inspiré, ce que t'aimes, ce que tu veux transmettre, et tu l'amènes vers l'extérieur. Mais là où c'est dangereux, c'est quand ça va de l'extérieur vers l'intérieur, où c'est ce que tu vois à l'extérieur faire, ou ce que les gens veulent, ou ce que les gens te demandent, et tu fais que ça, et tu t'adaptes à ça, et tu deviens du coup ce que les gens voulaient, et c'est là que tu perds l'authenticité, quoi. Bah, c'est surtout qu'à un moment, tu vas peut-être pas te retrouver dans ce que tu fais, parce que tu vas te dire, bon, ça plaît aux gens et tout, mais finalement, est-ce que c'est là où tu risques de perdre la passion, en fait? Et moi, c'est ce qui s'est passé. J'adorais faire ces dessins, mais ça reflétait pas. En fait, j'ai eu une période très très difficile parce que je me suis cassé les dents au travail, hein, clairement. Je travaillais trop, comme je te disais, 7 jours sur 7, du matin au soir, la nuit et tout. Et je me suis usée. Et c'était trop dur. Et ma vie de maman, du coup, à côté, elle était trop dure. Et tout était dur. J'étais épuisée. Et à côté de ça, tu vois, mes dessins, c'était oh, l'allaitement, c'est beau. Le portage, c'est beau. Avoir un bébé, c'est beau. Alors oui, c'est magnifique. Mais en fait, là, en ce moment, dans ma vie, c'est pas magnifique. Et il y avait un décalage. Et là, c'était pas bon, tu vois. Donc, faut être un peu raccord. Après, faut pas passer... Enfin, je suis pas du genre à passer mon temps à me plaindre. Mais tu vois, j'ai réussi à transformer ça de manière... Maintenant, on en rigole, alors que des fois, il y a des dessins, si tu regardes... le dernier dessin que j'ai fait qui a bien marché, c'est, tu sais, la maman qui est dégoûtée de mettre sa fille à l'école et qui veut rester. Ouais, et en fait, ça, c'est une situation... C'est dur à vivre, tu vois. En fait, à la base, t'es à l'école et tu pleures parce que ton enfant, bah, t'es séparé. La situation est dure. Et en fait, en la dessinant, mais de manière marrante, tu dédramatises et t'extériorises. Mais c'est quand même à la base des sujets qui sont un peu... Alors, c'est pas hyper difficile, mais ça reste à la base un sentiment qui est pas hyper agréable à vivre, tu vois. Et en même temps, je me demande si c'est pas ça qui fait que t'arrives à bien fédérer, on va dire, une communauté, dans le sens où, pour le coup, elle se reconnaît beaucoup plus dans ce que tu postes. Parce que finalement, j'ai l'impression qu'on n'est pas tous différents énormément l'un de l'autre sur certaines réactions. Et de voir quelqu'un qui poste réellement son quotidien avec des anecdotes, pour le coup, qu'en fait tout le monde vit, hein. Tout le monde vit quasiment la même chose, en fait. Et de les retranscrire de façon là aussi, c'est ça qui fait que je pense que t'engages pas mal de personnes derrière, quoi. Complètement. Et c'est pour ça que souvent on me demande... T'as trop raison. Et souvent notre communauté nous ressemble, hein, de toute façon. Puisqu'ils adhèrent à ce qu'on partage, à ce qu'on fait et tout. Et c'est pour ça que souvent on me demande ouais, je veux percer sur Instagram, ou qu'est-ce que je peux faire. Là, je te parle essentiellement dans le dessin, hein. Et en fait, si tu cherches des thèmes, bah, commence par dessiner ce que t'aimes, ce que tu es, qui tu es. Et c'est là qu'après, les gens, ils viennent en fonction de ce qu'on fait. Et parce que souvent, comme tu dis, ce qu'on fait, ça peut faire écho à leur propre vie. Ou alors, c'est vraiment, ils trouvent que c'est trop joli et ça leur donne envie de... Ça leur fait du bien, quelque part, tu vois, de voir des jolies choses et tout. Donc je crois que quand on est... De toute façon, le secret, ouais, c'est d'être authentique, quoi. C'est clair. C'est ce qui en ressort, de toute façon... c'est ce qui en ressort à fond de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est... l'authenticité à fond, quoi qu'il arrive, même si ça prend plus de temps, même si ça nous fait galérer plus, et même si ça nous coûte plus cher en temps et tout ça, et qu'on a peut-être l'impression d'avoir moins de résultats, c'est ça qui nous permet de faire des trucs solides, quoi. Bah, tu sais, moi, le truc qui est fou, c'est qu'en fait, j'ai pas l'impression d'avoir eu moins de résultats au début de ma communauté, en fait. Je sais pas si j'avais je crois que j'ai eu une communauté qui a toujours été super engagée. J'ai pas l'impression de travailler plus maintenant qu'avant. Depuis le début, alors j'ai de la chance, hein, je dis pas, mais depuis le début, je travaille comme une dingue, en fait, et ça s'est pas relâché. Donc tu vois, c'est même pas une question d'avoir beaucoup d'abonnés, mais depuis le début, en fonctionnant comme ça, je sais pas, j'ai eu l'impression d'avoir toujours du monde. Prendre soin des gens, ça m'a pas pris beaucoup plus de temps, en fait. Je sais pas. Ouais, je trouve que c'est une force, même. Ouais, bah c'est clair que c'est une force, en fait. C'est une force qu'il faut... En fait, c'est une force, pour le coup, qu'on a tous à la base, mais qu'il faut muscler, quoi. C'est-à-dire que tout le monde est apte à être authentique, tout le monde a cette capacité intrinsèque de pouvoir être authentique, de pouvoir... partager sur soi, de pouvoir créer des relations avec les autres. Il y en a pour qui c'est plus naturel que d'autres, mais il y en a pour qui c'est inné et ils se posent même pas la question et ça découle tout seul de tout ce qu'ils font.
Il y en a pour qui ça doit être un peu plus volontaire et un peu plus, on va dire, il faut être un peu plus proactif. Mais en base, pour conclure, tout le monde a cette capacité et tout le monde peut atteindre ça, quoi. Faut aller au-delà de ses craintes, en fait, parce que si on le fait pas, c'est nos propres craintes qui nous freinent. Ouais, c'est ça, exactement. La crainte de pas être apprécié. C'est ce que tu disais tout à l'heure. On en revient à ce qu'on disait, c'est que tu te mets à nu un peu quelque part et t'es vulnérable. Donc c'est dur de se dire qu'on n'est pas aimé et tout. Et en fait, te mettre là, c'est te confronter au regard des gens, mais finalement, c'est aussi s'ouvrir pour des belles relations. C'est clair. C'est drôle ce que t'as dit. C'est pas grave de dire qu'on n'est pas aimé. En même temps, c'est vachement libérateur de se dire, je suis pas forcément aimé, c'est pas grave. Je peux faire avec et moi je peux aimer les gens derrière, tu vois. Que de se dire à chaque fois est-ce que les gens m'aiment, d'être toujours dans le questionnement, j'ai l'impression que c'est ça qui est nocif en fait. Bah oui, c'est pas bon parce que du coup tu fonctionnes pour les autres. C'est ça, ouais. T'es toujours en questionnement, te dire est-ce que des a priori, est-ce que les gens pensent ça, est-ce que les gens... Mais en fait, à partir du moment où tu t'assois sur le fait qu'au pire, si les gens ils m'aiment pas, c'est pas grave. Si les gens m'aiment, bah tant mieux. Tu t'appuies sur ça, ça te fait une base solide en fait qui changera jamais, quoi. C'est ça, et ça vaut pour le travail aussi. Comment ? Ça vaut aussi pour le travail, je trouve. De se dire, ceux qui aiment pas, c'est pas grave, c'est que c'est pas ma cible. C'est pas ma cible, ouais, c'est pas mon audience, et voilà, tant pis. De toute façon, moi je pense que on est des millions et des milliards de personnes, il en faut absolument pour tout le monde en fait. On est tous différents, il y a des personnalités qui vont matcher les unes avec les autres, il y a des centres d'intérêt qui vont attirer des personnes et d'autres, il y a des gens qui aiment pas telle chose. Mais tu vois, on se retrouve sur des trucs, et heureusement que tout le monde ne m'aime pas et que moi j'aime pas tout, enfin je peux pas dire que j'aime pas tout le monde, mais que j'accroche moins avec les personnalités de certains. Mais heureusement, parce qu'en fait, parce que sinon on serait tous pareils, ça serait triste, quoi. C'est là où le monde est riche en fait, c'est qu'il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, et ça vaut aussi dans l'art en fait. Quoi que tu fasses, faut pas chercher, il y en a pour tout le monde. On est tous différents et c'est riche, ça. Ça, c'est une richesse du monde. C'est clair. Ouais, c'est clair. Si tu devais tout recommencer à zéro, comment tu ferais ? Pareil. Tout pareil. Tout pareil parce que... Je m'en doutais que t'allais dire ça. Mais en fait, c'est que même, comme je te disais tout à l'heure, même les galères, en fait, ça permet d'apprendre, ça permet de grandir. Donc même plus encore les moments difficiles, c'est ça qui permet d'avancer. Donc non, aujourd'hui, je suis trop bien dans ma vie pour faire quoi que ce soit. En plus, si je suis là maintenant, à ce moment-là, et que ça s'est fait comme ça, c'est pas pour rien, c'est que ça devait se faire comme ça. Donc non, je refais rien du tout. D'accord. Et maintenant, je vais te poser la question juste un peu différemment. Si pour le coup tu devais recommencer actuellement concrètement, ça serait quoi la première chose que tu ferais? Par exemple, là tu repars de zéro avec ton compte Instagram, plus personne connaît Sévanie Cecilia, plus personne ne sait les dessins etc que tu fais. Comment tu referais à partir de là, à partir de ton compte Instagram pour repartir de zéro? Je pense que déjà je commence quand même la trame de mon compte, et la base de ce compte, c'est ma passion pour le dessin. Donc je commence premièrement par dessiner. Ensuite je poste pour créer ce contenu et le montrer aux gens, pouvoir en discuter, pouvoir partager avec les gens. Et ensuite pareil, je vais voir aussi du coup ce que font les autres personnes dans le même univers que le mien, ou pas d'ailleurs, pour m'enrichir. Et je commence comme ça, en postant des choses, mais en allant voir ce qui se fait ailleurs, en allant discuter avec les gens, et je recommence... je commence par créer du lien en fait autour de mon travail. De mon travail, ou plutôt de ma passion, parce qu'en fait quand j'ai commencé c'était dans une optique de partage à la base. D'accord, trop cool. Ouais, si, c'est ce qui ressort. D'accord, super, merci pour ta réponse, c'est très clair, très cohérent. Tes projets pour la suite, du coup, tu nous avais parlé de tes 2 livres que t'as, enfin du moins sur les 2 livres sur lesquels tu avais travaillé en collaboration avec... Ouais, j'ai travaillé sur un livre, j'ai fait un carnet de coloriage aussi autour de la parentalité. D'accord, oui, c'est ça. Donc ça, c'est les deux choses que j'ai fait. J'ai bossé sur d'autres projets, des petits livrets, tout ça. Là, il y a un livre normalement qui sort l'année prochaine, le tome 2 du livre June qu'on a fait, avec Elodie, avec la maison d'édition et les graines.
Donc c'est Elodie qui écrit des histoires, donc on va faire normalement le tome 2. Et après, dans les projets, j'avais un projet, je sais pas si ça aboutira ou pas, suspense. Je voulais faire une BD sur justement l'épuisement maternel. Parce que c'est un peu tabou. Donc j'aimerais bien creuser sur ce sujet-là, mais j'ai commencé à prendre des témoignages, c'est super dur à lire et tout, c'est un sujet qui est difficile. Donc je me sens pas prête pour l'instant, mais c'est dans un coin de ma tête. On verra si ça se concrétise ou pas un jour. Et après, j'essaye là, niveau entreprise, vraiment dessin. Mon objectif, c'est de réussir à me développer un petit peu plus avec les professionnels, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de particuliers de professionnels, selon les périodes. J'aimerais bien développer avec les pros. Mais tu vois, justement, moi, le marketing, je sais pas trop faire. Et pour aller voir des pros, bah, il y a sûrement des choses à savoir. Mais tu vois, je m'en sors pas trop mal parce que chaque professionnel est avant tout un humain. Et il y a beaucoup d'humains sur Instagram. Et j'ai plein de contrats pros qui viennent en fait de gens qui me suivent à la base personnellement sur Instagram et après qui dans leur travail ont besoin d'une illustratrice et qui me disent ah ben ça tombe bien, j'ai besoin de toi. Puis tu vois là, comme justement t'as créé une belle relation et tout, ça leur fait plaisir de te faire travailler et en plus ils sont en confiance. Donc c'est là où j'arrive à m'en sortir avec les pros, mais j'aimerais bien toucher un petit peu plus large que les gens qui me suivent sur Instagram et ça je sais pas faire pour l'instant. D'accord, ça marche, super. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, où est-ce qu'ils peuvent retrouver les liens dans la description sur Instagram Instagram, c'est Vanille et compagnie. Sur Facebook, mais comme je te disais, Facebook, je le fais parce que je duplique ce que je mets sur Instagram, mais j'ai pas de relation avec les gens, donc je suis pas très présente. Et voilà, c'est tout. Et ton site internet aussi, si jamais... Ouais, c'est vanille.fr. Ok, dans tous les cas, je mettrai tous les liens dans la description, avec les livres aussi, ouais, c'est cool. Pour ceux qui veulent en savoir plus, quoi. Ça marche. Merci beaucoup. Super, bah écoute, merci beaucoup Cécilia en tout cas pour le temps. Ben merci à toi aussi d'avoir pris le temps. Bah, merci à toi pour le temps que tu m'accordes en début de journée après avoir déposé les enfants et avant une journée encore... Avant une journée de travail, ouais. Ouais, une belle journée encore qui s'annonce.